Alors, bienvenue pour cette nouvelle session webinaire. Donc, aujourd'hui, le thème de ce webinaire, comme vous l'avez compris, ce sera comment générer des leads de qualité et rentabiliser ses coûts, qui est une thématique très importante en ce moment dans cette situation un peu inflationniste. Donc, avant de commencer, je vais vous présenter les personnes qui vont m'accompagner aujourd'hui. Donc, en premier, on a Alain Leteilleur, responsable animation commerciale du groupe Aviv, groupe Se Loger et Meilleurs Agents. Bonjour Alain. Bonjour Marion et bonjour à tous. Je reçois aussi Jérémy Giacomini, qui est directeur marketing et innovation du groupe Sergic. Bonjour Marion, bonjour à tous. Et Simon Codet, qui est responsable innovation transverse chez Ubiflow. Bonjour et bonjour à toutes et à tous également. Et on a également Marie-Sara qui est avec nous. Et Marie-Sara, elle se chargera de répondre à toutes les questions que vous poserez dans le chat et à relayer les questions pour la fin de ce webinaire pour qu'on puisse y répondre ensemble. Bonjour tout le monde. Donc, au programme, bonjour Marie-Sara. Au programme, donc on va faire une petite introduction sur l'état du marché immobilier, comment tout le monde le ressent du côté de Aviv avec Alain et puis du côté de Jérémy et Sergic. Ensuite, on verra comment choisir et diffuser sur le bon portail et comment générer des leads de qualité, évidemment, pour répondre à la problématique qui nous anime aujourd'hui. Et comme je vous ai dit, on gardera un petit instant à la fin de ce webinaire pour répondre à toutes vos questions. Donc Alain, je te laisse présenter Aviv en quelques mots. Je vais rappeler rapidement ce qu'est Aviv Group ou Aviv France plutôt, dans lequel vous connaissez nos marques en France qui sont notamment le groupe Se Loger, présent depuis 30 ans pour les portails acheteurs et puis depuis une quinzaine d'années Meilleurs Agents pour le portail vendeur et les services qu'on propose aux professionnels de l'immobilier. Et puis dans nos innovations, puisque évidemment, cette année, c'est Plateau, qu'on vous présentera tout à l'heure. Et en quelques mots, on est présent évidemment, nous, sur la captation de mandats, la visibilité et la captation d'acheteurs. On verra le marché des locataires également, bien sûr, où notre puissance de feu, entre guillemets, est que 3 vendeurs sur 4 aujourd'hui viennent sur nos sites pour estimer leurs biens. Bien sûr, c'est 1 million de visiteurs uniques aujourd'hui sur nos 3 plateformes, puisqu'il n'y a qu'une porte d'entrée maintenant. Et puis, sur la captation d'acheteurs, c'est une mise en relation toutes les 2 secondes. Voilà ce qu'est Aviv France aujourd'hui, avec en plus nos segments verticaux sur nos spécialisations dont je parlerai tout à l'heure sur Solo G9, le luxe, bureau commerce, etc., etc. Voilà pour Aviv France, avec l'ambition de devenir le numéro 1 de la PropTech en Europe. Merci Alain. Jérémy, je te laisse discuter de Sergic aussi. Oui, Sergic, donc groupe familial du nord de la France. On est un groupe d'administration de biens historiquement, mais aujourd'hui qui couvre tous les services, tous les métiers des services immobiliers. Donc, le plus simple, c'est de dire ce que nous ne faisons pas, nous ne possédons pas. Donc, nous n'avons pas de biens à nous et nous ne construisons pas. Voilà, nous ne sommes pas des promoteurs, sinon on couvre tout le champ des services immobiliers. Et on est présent en France avec une quarantaine d'agences, près de 50 résidences étudiants sous la marque 20 Campus. Et on est également leader au Québec et on vient de se lancer au Maroc. Donc voilà pour le groupe Sergic. Très bien, merci. Sinon, sur la partie Ubiflow, je te laisse expliquer qui on est en quelques mots. Et tout le monde nous connaît, non? Donc, Ubiflow, c'est une entreprise qui a une quinzaine d'années maintenant, qui est spécialisée dans la multidiffusion de petites annonces immobilières et automobiles. Donc, en l'occurrence, là, on parle d'immobilier. Donc, nos solutions se déclinent de la gestion de l'annonce à proprement parler, la publication sur des portails. Et on décline aussi nos activités sur le presence management, le référencement local, la publication de posts sur les réseaux sociaux et tout un tas d'outils qui vont venir permettre de mesurer l'impact de ces publications, que ce soit sur les portails, sur les réseaux, via du tracking, via du suivi et de l'analyse de data. Merci. Donc, on rentre dans le vif du sujet et on va parler tout d'abord du marché immobilier. Et Alain, je te laisse la parole pour ces quelques chiffres. Oui, alors quand je vois le titre, tu vois comment le ressentez-vous? Alors,
nous, chez Aviv, on va ressentir des choses parce qu'on a des échos, évidemment, de nos 15 000 professionnels de l'immobilier tous les jours au téléphone ou quand on va les rencontrer, mais on a surtout des faits avec une équipe de data scientists importants sur la mesure de cette data à chaque fois et sur cette analyse. En 2 mots, sur ce que nous, on peut analyser, en gros, c'est ce marché immobilier qui, pour certains, se grippe, pour certains, est en transition, pour d'autres, est en rééquilibrage après des années fastes, en réalité, Covid avec près de, je sais pas, 1 150 000, 1 190 000 transactions. On revient à quelque chose en fin d'année 2023, certainement plutôt à la normale en réalité, avec 950 000 transactions, mais ça fait quand même 20% de moins. Et on voit bien qu'au premier trimestre, on constate en moyenne, alors je ne sais pas ce que Jérémy de Sergic dira, mais en gros 15-20% de compromis en moins. C'est ce qu'on peut constater. Alors, ça peut être 15, ça peut être 10, ça peut être 20 pour certains. Mais en tout cas, on voit bien que ce 20% de transactions-là, on va certainement atterrir à ça. Donc, d'où l'intérêt du sujet d'ailleurs ce matin sur s'il y a moins, comment on fait mieux, quoi. Voilà, sur tous les angles. On a évidemment des angles très importants qui ne sont pas figés, qui sont par exemple les taux d'emprunt. Même si le taux d'usure s'est aligné mensuellement, c'est un vrai sujet qui va diminuer la capacité d'emprunt des acheteurs et qu'au-delà de 1% maintenant on en est à 3 ou 3,5, mais on en est plutôt à 3 en mars, mais chaque 1% d'emprunt supplémentaire va baisser la capacité d'achat d'un acquéreur aujourd'hui de 8-9%. Donc, quand c'est que 1%, je peux aller chercher un peu dans ma trésorerie ou dans mes bas de laine. Et quand c'est au-dessus, ça pose question si le vendeur n'atterrit pas sur des bons prix ou l'acheteur va être obligé peut-être d'acheter un peu moins cher ou de décaler ses projets. Donc, il y a quelque chose qui est quand même un peu grippé, sur lequel c'est pas encore en place. Toujours cette phase certainement de déni ou d'atterrissage un peu plus lent chez les vendeurs que de réflexe déjà de baisse de prix sur les acheteurs, alors que tout le monde est conscient, le vendeur et l'acheteur, on a une étude Se Loger là-dessus aussi, où ils sont conscients que ça va continuer encore un peu à augmenter les taux d'emprunt. Donc voilà. Les annonces, ce qui est intéressant sur notre volume d'annonces, c'est qu'il ne baisse pas forcément. En revanche, il y a beaucoup moins de passage à l'acte, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont là en train de regarder, mais il y a moins de gens qui déclenchent. Ça veut dire que soit ils attendent des signaux plus favorables de confiance, d'économie, de baisse de l'inflation, qui devrait baisser d'1 point normalement, et la croissance du pays devrait passer de 0,3 à 0,6. Donc, il y a quelques clignotants intéressants, mais il y a quand même cette notion d'emprunt qui fait qu'il y a moins 30% de crédit accordé et qu'il y a un vrai sujet là-dessus, avec des délais de vente qui se sont allongés, même si là, il y a eu moins 5, moins 6 jours de durée sur le dernier mois. Donc voilà, mais c'est quand même aux alentours de 80 jours, 75, 80 jours, 85 jours. Donc voilà ce que j'ai envie de dire, avec en plus des sujets dont on n'a pas fini de parler, qui sont qu'est-ce que ça va donner ces 200 000 biens à la location, qui ne peuvent plus être loués d'ailleurs parce qu'ils sont passés dans des classifications DPE pas très bonnes. Qu'est-ce qu'on fait des investisseurs qui doivent investir alors que le marché de la location est plus que tendu? Voilà, il y a plein de sujets, il y a plein de trucs encourageants et il y a quand même des affaires qui se font avec quelque chose qui est de l'ordre de 950 000 transactions. Ça veut dire que c'est un marché dynamique. Maintenant, qui va tirer son épingle du jeu? Quels sont les 2 scénarios qui vont arriver dans les 6 prochains mois sur qu'est-ce qui se passe sur les emprunts? Est-ce que le gouvernement va lâcher du lait sur le coût des 35% de taux d'endettement? Est-ce qu'il y a des propositions qui sont faites aussi par plein de corporations? Il faut voir, mais en tout cas, il y a quelque chose qui est à dégripper. Moi, j'ai envie de dire que ça, parce que si vous ne m'arrêtez pas, je suis parti sur un point marché. Et après, il faut peut-être mettre ça en regard, mais je pense que Jérémy va en parler juste après. Mais au niveau des chiffres que tu communiques, là, on parle des transactions à proprement parler, mais sur le thème du webinaire, hein, sur la génération de leads à proprement parler, est-ce qu'on est sur des… On a une baisse qui est moins importante, c'est-à-dire que le ratio, on voit une baisse des transactions qui peut être de l'ordre de 20 à 30%, peut-être qu'il sera moindre sur la génération de leads à proprement… Ça, c'est sûr. Ouais, ça, c'est sûr. Bien sûr. Et encore une fois, ils sont là, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des acheteurs qui sont prêts à acheter. Il y a un marché qui est là, il y a de l'envie, il y a toujours du désir d'être propriétaire, etc. Sauf qu'il y a un peu d'attentisme. On pensait qu'au printemps, parce qu'il y a une sorte de tradition, même si les ventes se font toute l'année, il y a quand même un redémarrage plus fort au printemps qui n'a pas eu lieu quand même. Ça ne s'est pas enflammé au mois de mars, en gros, quoi. Donc, mais les affaires se font quand même, hein. Donc voilà.
Et je sais pas, je peux faire la transition si vous voulez, hein, dire Non, non, voilà, ça c'était sur le parler. national. Oui. Maintenant, c'est intéressant de regarder un acteur important qui est Sergic, qui est présent partout en France et qui a aussi forcément des vrais chiffres de professionnels de l'immobilier sur place, quoi. Merci Exactement, Alain. ça fait une transaction parfaite pour toi, Jérémy. Je saisis la balle, Alain, merci. Je suis assez d'accord, effectivement, sur ces chiffres et les tendances qu'évoque Alain. Moi, ce que j'ai essayé plutôt de ressortir, c'est nos chiffres à nous chez Sergic, au-delà des ressentis, des analyses, des fois qu'on a dans l'immobilier en mode quand tout va mal, tout le monde entretient un peu la sinistrose, ça va pas, on n'y arrivera jamais. Est-ce que les chiffres, ils confirment ça ou pas? Puisqu'on parle quand même de leads de qualité, c'est aussi les compter, les analyser et regarder comment on transforme ces leads. Ce que je m'attache à faire pour justement être sur des faits dans notre réseau et pas sur trop de ressentis en tout cas, même si ça compte. Donc là, c'est des chiffres que je sors. Alors comme on est effectivement dans le thème du webinaire Ubiflow avec les outils d'Ubiflow, puisque en fait Ubiflow, moi, me permet aujourd'hui de traquer tous mes contacts mail. Donc là, ce que vous voyez, ça concerne les emails, donc pas les intentions d'appel téléphonique, hein, c'est d'autres sujets. Moi, je regarde que le nombre de mails que je reçois de chaque portail et je peux donc savoir par agence, par portail, par métier entre la location et la transaction qui performe, à quel niveau et où, et dessiner des tendances. Et donc, sur l'année 2022, par rapport à 2021, hein, le bilan déjà, c'est qu'effectivement, on a connu deux marchés pour nous radicalement différents entre la location et la transaction. C'est-à-dire que la transaction sur l'année, elle a baissé chez nous en termes de contact, d'apport d'affaires des portails de 11%. Donc oui, ils sont encore là, les acquéreurs, mais ils sont quand même moins nombreux sur 2022 et sur ce premier trimestre 2023 versus le premier trimestre 2022. La baisse, le ralentissement se confirme. On est à moins 9,2 en termes de contact, plutôt à isopérimètre. Hein, les mêmes agences, j'ai regardé, un volume de biens en portefeuille qui est à peu près le même, qui reste plus longtemps en portefeuille, ce que disait Alain, puisque je confirme, on est entre les 75 et 90 jours. On espère, en tout cas, je prends la bonne nouvelle des 6 jours de moins pour la parution des annonces. Espérons que ça se confirme. Ça, c'est pour la transaction, mais c'est vraiment la confirmation de ce qu'a dit Alain. Et sur la location, puisqu'effectivement, nous, c'est aussi c'est une grosse activité pour nous, peut-être encore plus que la transaction, puisqu'elle est liée à notre activité de gestion et donc à nos bailleurs, au sujet de biens F et G, etc., à rénover, et à ce qu'on peut fournir aux candidats locataires. On a toujours une demande qui est extrêmement forte et qui ne s'arrête pas de grandir en fait. Donc quand on voit 36% de contacts en plus sur 2022 par rapport à 2021 et de nouveau 30% de contacts en plus sur ce premier trimestre. Donc la tension du marché de la location, elle reste hyper forte malgré justement les contraintes, malgré ces biens F et G qu'on va plus pouvoir louer. Et là, la question, qu'est-ce qu'on en fait, Alain? C'est il y a plusieurs hypothèses. Hein. Soit on rénove, mais là, il faut voir si on peut mettre les moyens quand on est propriétaire, est-ce qu'il y a une rentabilité? Soit ça bascule aussi en transaction et ça devient un bien qui se retrouve à la vente avec la complexité du marché qu'on a évoqué. Donc, il y a des vases communicants aussi entre les deux. L'important pour moi, voilà, c'est ces deux marchés aujourd'hui où on va plutôt chercher l'acquéreur et on croise les doigts pour qu'il soit bien solvable en transaction. Et en location, on est embêté parce qu'on n'arrive pas à fournir toute la demande. En fait, on aimerait bien avoir plus de biens, on aimerait bien répondre à toutes les demandes des candidats locataires, mais on n'y arrive pas. En fait, il n'y a pas assez de biens sur le marché, tout simplement. Merci à vous deux. On va entrer dans, avant d'avoir des prospects, on va évidemment passer par les portails. Et du coup, comment choisir et diffuser aujourd'hui sur le bon portail? Et donc, Alain, je te laisse prendre la parole sur ce sujet-là. Avant, il n'y avait qu'un portail. Après, il y en a eu deux. Donc, c'était beaucoup plus simple avant. Enfin, c'était différent. Je vais pas faire. Ça fait une vingtaine d'années, moi, que je suis dans ces métiers de l'immobilier. Donc, il y a plusieurs portails maintenant. Il y a même des concurrents à nous. Évidemment, quand on dit comment choisir et diffuser sur le bon portail, on voit bien l'offre concurrentielle non exhaustive qu'il y a et puis la présence de nos marques. Quand même redire un mot sur meilleurs agents, portail vendeur
leader d'ailleurs de l'estimation en ligne et des portails vendeurs, qui sont aussi des acheteurs. Ça veut dire qu'on draine de plus en plus, en tout cas nous on fait en sorte avec nos formulaires de contact de demander le plus possible ça pour avoir de la qualification aussi d'acquéreurs. Mais en gros, il y a des sites généralistes. Et là, je vois Se Loger là en première ligne. Et puis ensuite, bien évidemment, d'ailleurs, avec ces différents sites, avec des résultats différents selon les régions et le type de bien, qu'on soit dans le Nord comme originellement, en tout cas, Sergic ou Ubiflow qui est à Rennes. Ce ne sont pas les mêmes acteurs qui sont leaders dans chaque région. Et il y a des acteurs importants dans l'Ouest, à Rennes d'ailleurs, dont le siège social est à Rennes. Et puis, il y a aussi des acteurs très importants, très présents dans le Nord, en tout cas, voilà. Mais il y a il y a ce site généraliste pour tout le monde. Et puis, en gros, après, il y a des spécialisations. Et quand on dit diffuser sur le bon portail, eh bien, parfois, quelqu'un pourrait avoir la tentation légitime sur du bureau commerce, par exemple, d'essayer de mettre des annonces sur un segment généraliste, type Se Loger. Alors qu'en l'occurrence, évidemment qu'il va falloir plutôt qu'il aille dans une de nos verticales, bureau commerce, parce que l'audience, elle est là, parce que c'est là que ça se passe, et que, bien sûr, même si pour nous… Et donc, nous, de lui conseiller de dire, ne mets pas du tout d'annonce sur Se Loger généraliste, mais il faut tout mettre sur Se Loger commerce, par exemple. Quand on parle du luxe, où on est leader avec Belle Demeure, pareil, quoi. Si je passe mes annonces sur un site généraliste alors qu'il y a une demande des vendeurs et une lecture des porteurs de projets sur des sites leaders comme Belle Demeure, si on n'est pas sur Belle Demeure et sur le luxe, ça ne marche pas. Idem sur Se Loger neuf, où à un moment donné, il y a bien une segmentation à faire en fonction de du métier, je vais l'appeler comme ça, ou du type de client, mais aussi du type de bien. Donc voilà un mot sur comment choisir et diffuser sur le bon portail, quoi. Et on a cette chance, nous, d'être présents sur l'ensemble des verticales, quoi. Et là, on voit bien qu'il y a deux sujets en plus. C'est-à-dire que d'une part, c'est de mettre l'annonce à l'endroit où elle sera la plus visible. C'est aussi justement de réduire la voilure sur les supports qui sont beaucoup moins pertinents. C'est-à-dire de ne pas tout diffuser partout, mais avoir une politique de publication qui est beaucoup plus ciblée en fonction de l'audience la mieux qualifiée pour générer du lead, en fait. Et donc ça, donc ça nous fait passer sur la partie du tracking, justement, à savoir quels sont les plus performants et sur quel portail doit-on se spécialiser. Je te laisse. Merci Marion. Donc effectivement, la partie tracking, c'est une partie qui est très importante si on souhaite mesurer l'audience que génèrent nos publications sur les portails. Alors le tracking, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais globalement, c'est assez simple. C'est-à-dire que quand c'est fait par une société tierce comme la nôtre, nous, on va venir s'interfacer pour récupérer les contacts générés par les portails, par les annonces publiées. Tous les formulaires sont parsés, analysés, on extrait toutes les données pertinentes. On les restitue, bien entendu, à l'agent immobilier qui va pouvoir traiter ces leads en temps et en heure avec des délais très courts. Et en plus de ça, on va venir ajouter une couche d'informations supplémentaires sur quel est le portail qui a généré l'information, extraire les coordonnées du lead pour voir si c'est un prospect qui a déjà formulé des demandes pour le même portail, pour la même annonce ou sur d'autres segments. C'est un outil qui permet aussi d'extraire des données liées à l'annonce à proprement parler. Donc, on peut avoir une analyse beaucoup plus fine sur est-ce que ce sont des annonces en transaction, en location, le type de bien, maison ou appartement, le DPE aussi, c'est un sujet qu'on a déjà un petit peu évoqué juste avant, mais qui est aussi très important, surtout en ce moment, en période inflationniste. Donc, est-ce que les annonces avec un DPE élevé ou faible génèrent plus ou moins de contacts en fonction des publications et des portails? Donc, tout ça, ces outils de tracking permettent de mesurer, de compter l'audience de base, puis ensuite d'analyser plus finement l'audience générée en fonction de critères qualitatifs liés aux annonces à proprement parler et au portail cible. Toutes ces données-là peuvent ensuite être insérées et réutilisées soit sur des logiciels d'analyse de data basiques ou injectées dans des CRM pour avoir une politique de prospection et de suivi de la clientèle et de l'audience beaucoup plus fine. Et ça permet également, et ça, je laisserai peut-être la main à Jérémy aussi, parce que c'est un enjeu qui est très important, le tracking aussi. Donc, ça permet de mesurer l'audience des annonces
et des portails. Et ça permet aussi de mettre en regard des politiques inflationnistes. Alors, il y a l'inflation liée au marché immobilier en tant que tel, mais il y a aussi l'inflation qui est liée à tout l'écosystème où tout le monde va essayer d'augmenter ses tarifs de manière plus ou moins justifiée en fonction des cas. Et l'agent immobilier peut avoir un outil supplémentaire pour mettre en balance une augmentation d'un contrat auprès d'un portail ou de plusieurs portails au regard d'une baisse de leads générés, d'une baisse de leads qualifiés, par exemple, pour renégocier ou avoir un peu plus de levier et d'arguments. Voilà. Justement, toi, Jérémy, tu utilises cet outil de tracking. Est-ce que tu peux nous dire justement comment ça t'aide au quotidien dans ton activité et dans le choix de tes portails? Effectivement, il y a plusieurs usages, mais c'est bien, il y a vraiment, je l'utilise pour plusieurs destinations, pour plusieurs publics. Déjà, les portails, évidemment, quand en fin d'année, les chiffres agrégés que je vous ai donnés, je peux les regarder, comme je vous disais, par agence, par métier, etc. Donc, je peux regarder combien se loger, Le Bon Coin, bien ici, sur mon réseau et localement, on fait comme progression ou baisse sur l'année ou sur une période donnée. Donc ça, et accéder à la donnée derrière en plus pour après regarder si je fais le lien avec mes locations ou mes transactions pour voir s'il y a à la fois la quantité et la qualité. Donc ça, je suis capable de le faire grâce à cet outil. Et à la fin, effectivement, de l'année, si un portail a perdu 10% de ses contacts quand l'autre progressait de 30%, forcément, ça me permet de le dire à l'un et à l'autre, un peu moins à celui qui a progressé parce que j'ai moins d'armes dans ma négociation, mais un peu plus à celui qui a fortement baissé. Et donc là, je ne révélerai pas mes chiffres, mais si certains sont intéressés, ils pourront m'écrire, on peut en parler. Le but n'est pas de rentrer dans ce niveau de détail, mais en tout cas, c'est très éclairant et il y a des vraies différences. Donc, le fait de mesurer, c'est pas le marché, il est comme ça, donc chacun progresse au même rythme. Non, on voit qu'entre les trois gros leaders, il y a vraiment des tendances qui sont très différentes, qui sont surprenantes. Donc, je vous invite à mesurer et à regarder. Le deuxième axe, il est aussi important pour contrôler notre diffusion. Quand une agence me dit j'ai plus de contacts, il ne se passe rien, en 2 secondes, on peut aller vérifier sur cet outil et regarder que si le 13 juillet 2022, tu as reçu 12 contacts du Bon Coin, 13 de Se Loger, etc. Donc, et ils sont là, les contacts. Tu peux y aller. Donc, on a cette capacité à aller tordre le cou un peu aux mauvaises impressions qu'on peut avoir ou alors une erreur de réception du contact, ils ne sont plus traités, un collaborateur qui s'en va et on pense qu'il ne se passe plus rien. Et ça peut aussi, du coup, en dernier effet, nourrir le retour qu'on va faire au bailleur ou au vendeur pour lui dire il se passe des choses, on a des contacts, on a des visites, etc. Voilà. Et en même temps, on va vers la qualité en lui disant que son bien, il sera bientôt vendu, il sera bientôt loué. Donc, toute cette analyse-là, elle nous sert en multi-levier et pas uniquement dans ma négociation, mais pour maîtriser justement qui performe et pouvoir faire des arbitrages, en tout cas. En transaction, on l'a dit, on a besoin de tout le monde parce que le marché il commence à être compliqué. En location, pas du tout, puisque c'est l'inverse. Donc, il y aura certainement des arbitrages de mon côté cette année et je reconduirai pas ce casting en fait qui est trop large aujourd'hui. J'ai trop de contacts finalement en location par rapport à ce dont j'ai besoin et ça me génère plus de contraintes avec des standards qui sont saturés, avec des demandes qu'on ne traite pas et on a la perception assez légitime du candidat locataire de Sergi qui ne m'a pas répondu. Ils ne font pas bien leur métier, mais j'ai rien à louer et j'ai trop de contacts. Donc en fait, je suis prisonnier finalement de ce flux qui est trop important sur la location. Alors, du coup, là, on se posait la question grâce au tracking, on analyse la performance des portails, mais du coup, il y a une question qu'on peut également se poser avant de se demander quel portail on peut choisir. Est-ce que c'est vraiment le bon portail qu'on choisit? Et la question, c'est est-ce qu'on envoie aussi la bonne annonce? Donc, c'est bien joli de se rendre compte qui est le portail le plus performant, mais on peut aussi analyser la qualité de l'annonce. Et pour ça, il existe des stratégies de diffusion qu'on appelle la diffusion sélective et les règles de diffusion qui vont permettre d'envoyer justement la bonne annonce vers le bon portail. Donc, je vais laisser Simon du coup interagir
sur ce sujet-là, c'est quelque chose qui se fait par les professionnels de l'immobilier aujourd'hui et dont on a des cas à Ubiflow, par exemple. Oui, alors ça se fait à deux niveaux. Alors déjà, la bonne annonce sur le bon portail. Il faut savoir que déjà, les portails ont chacun leur propre ligne éditoriale. Donc, ils ont leurs règles de publication qui leur sont propres et que nous, on connaît, et que généralement les professionnels de l'immobilier connaissent également, mais qui nous permettent, nous, déjà, de faire un premier écrémage au moment où les agents immobiliers transmettent l'intégralité de leur portefeuille d'annonces. On peut déjà, nous, filtrer toutes les annonces qui ne répondent pas à la règle éditoriale du site pour éviter d'avoir des volumes mal définis et d'avoir une politique de publication qui est mal maîtrisée parce qu'en fait, on va tout envoyer partout et on ne va pas savoir réellement ce qui est publié sur chacun des portails. Donc déjà, ce premier maillon, c'est là, on va faire en sorte d'envoyer uniquement les annonces éligibles sur les bons supports. Et ça, c'est une première chose, c'est assez important. La seconde chose, effectivement, ça va être de dire, en fonction des éléments qu'on a pu mesurer auparavant, c'est-à-dire que la qualité d'une annonce, son DPE, le type de bien, le type d'offre aussi, si c'est de la vente, de la location, des biens d'entreprise et commerce, comme pouvait le citer Alain tout à l'heure, est-ce que je n'ai pas plutôt intérêt à publier mon annonce sur tel ou tel site, privilégier des biens d'un certain standing sur tel autre, sans aller chercher la spécialisation déjà, mais déjà simplement se posant la question de savoir est-ce que ce support génère plus de leads ou pas sur cette typologie d'annonce. Et donc là, nous, on va pouvoir venir appliquer des règles. Ça peut être déjà, effectivement, on parlait de la durée de vie d'une annonce et de la durée de publication sur les portails. Alors peut-être au lieu de laisser une annonce 70 jours en ligne sans aucun levier de mise en valeur et de suivi, peut-être faire un roulement, c'est-à-dire avoir des volumes d'abonnements moins importants sur les sites, mais renouveler plus régulièrement son portefeuille pour rafraîchir et apporter du contenu nouveau sur les sites. On peut également jouer sur effectivement les zones géographiques. Après, là, ça s'adresse peut-être plus à des acteurs nationaux ou avec un éventail un peu plus important. Mais effectivement, la zone géographique peut être un des critères importants où un se loger va plus performer en région parisienne ou dans le sud de la France. D'autres portails comme Le Bon Coin vont performer dans d'autres zones. Voire sur des secteurs comme le nôtre, on a des sites comme Ouest France Immobilier qui restent encore assez performants, pour les citer, puis on va en citer d'autres également. Figaro Imo, qu'on n'a pas cité tout à l'heure aussi, génère des leads sur l'intégralité de la France, et bien ici font partie aussi des acteurs majeurs du marché. Donc l'idée, c'est vraiment, via le tracking et en analysant ces informations, trouver les bons leviers pour choisir quelle annonce doit être publiée sur quel support et pourquoi. Et après, en fonction de ces critères-là et de ce qui a été analysé, on peut affiner des règles jusqu'à aller dire je ne veux pas que les annonces de tel ou tel prix soient publiées sur tel site, sur telle ou telle typologie de biens, sur telle zone géographique. Là, c'est à la discrétion de l'agent immobilier en fonction des éléments qu'on aura pu lui communiquer auparavant, de faire sa sélection et de définir les règles qu'il souhaite mettre en place. Et ça permet effectivement de restreindre et de réduire les bouquets sur chacun des sites et d'avoir une publication beaucoup plus pertinente. Et donc de générer des leads de qualité, ce qui nous emmène sur cette deuxième thématique de ce webinaire qui est comment générer des leads de qualité, qui est évidemment tout l'enjeu aujourd'hui. Et alors peut-être que nous, il y a trois axes dont j'ai envie de parler sur les leads de qualité là. La première chose, évidemment, c'est quand même une recherche ou une rédaction d'annonces en adéquation avec ce qu'un porteur de projet veut aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y a évidemment, et on voit encore trop souvent des choses qui ne sont pas faites en bonne et due forme comme ça devrait, c'est-à-dire de la qualité de photo, mais il attend aujourd'hui de la vidéo, voire de la vidéo guidée. Et ça peut marcher d'ailleurs sur ça peut marcher sur bureau commerce, sur location et sur transaction. Mais en tout cas, il y a une recherche aussi long tail très complète en tout cas, avec beaucoup de descriptifs et de la géolocalisation qui est demandée par les porteurs de projets. Donc, si j'ai alors évidemment, il vaut mieux que j'ai le bon bien au bon prix, hein, mais une fois que j'ai ça, qui est la base, je dois avoir une qualité de photo, de vidéo, de précision, de géolocalisation, et on sait qu'il y a encore entre le mandat simple et le mandat exclusif évidemment des réticences, et pourtant c'est ce que veut le client. Pensons toujours quand même à qu'est-ce que veut notre client, et le client là en l'occurrence je parle du particulier plus là, donc il y a ça. Derrière, dans les demandes très fortes, il y a
et nous, on a intégré ce critère-là, c'est de pouvoir classer et rechercher des biens, non seulement avec tous les critères possibles et inimaginables, mais surtout maintenant avec aussi la classification DPE. Voilà, parce que c'est une demande et qu'aujourd'hui, c'est 17% des biens qui sont avec un DPE non favorable ou dit passoire thermique FOG. C'est ça que ça représente quand même, avec tous les enjeux qu'on voit pour la location, les bailleurs, les investisseurs, c'est-à-dire j'y vais dans les travaux, je vends avant. Alors, est-ce qu'il y aura, et pour l'instant, il n'y a pas pléthore de biens qui arrivent sur le marché comme ça, mais on va voir. Est-ce qu'il faut faire les travaux avant? De combien? Avec qui? Enfin bon, tout ça, pas réinvente le métier, mais en tout cas, va donner, d'ailleurs, moi je pense encore plus de valeur aux professionnels de l'immobilier s'il fait l'effort de bien se former d'ailleurs à l'accompagnement des travaux, de la législation sur les DPE, parce que les clients, sinon, ils vont bloquer sur un certain nombre de choses. Donc, nous, en étudiant avec des panels de particuliers leurs besoins forts, ben, on a intégré ce critère. Et quand quelqu'un va au bout de l'annonce là et en plus choisit son critère DPE, ben, on estime qu'on monte en qualité de leads, par exemple. Ça, c'est un point fort. Donc ça, c'est surtout, voilà, hein, géolocalisation, qualité des vidéos, photos. Et puis derrière, qui réceptionne et comment? C'est-à-dire, si je reçois un mail, un SMS, un appel téléphonique, etc., est-ce que l'humain qui est derrière au bout, l'agent immobilier 2.0, là, est-ce que j'ai vraiment quelqu'un? Parce qu'à la fin, mon client, il veut quoi? Il veut quelqu'un qui l'écoute vraiment, qui sait ce qu'il raconte. Si on veut parler un peu de choses basiques, hein, on est dans des choses très puissantes de digital et de modification à un moment donné de plein de choses. Et puis à la fin, quand même, il y a un être humain là qui est un agent immobilier qui doit être en capacité, après tous ces efforts, qui ne sont pas visibles par la plupart des gens, c'est-à-dire que ça, il y a des coûts de portail, il y a des coûts de gestion qui peuvent être avec Ubiflow, il y a des coûts de formation, il y a des coûts de… j'espère que les leads qui arrivent, on ne les gâche pas parce qu'en plus, il y en aura moins là. Donc pensons aussi à l'agent immobilier. Et puis, pour le volume sur les locataires, mais aussi sur les volumes dans la transaction, il y a une réponse, et pareil, hein, les clients ont déjà fait le chemin et parfois les professionnels de l'immobilier pas encore, c'est-à-dire qu'ils sont habitués à utiliser le CAB, Uber et je sais pas, et Doctolib. Et en termes d'expérience client, c'est très fort de pouvoir choisir un rendez-vous. Nous, on a une innovation et un service qui s'appelle Plateau aujourd'hui, qui est intégré à Se Loger avec un widget de prise de rendez-vous qualifié, 24 heures sur 24. Où c'est évidemment le professionnel de l'immobilier qui choisit ses plages horaires et tout ce qu'il veut. Et puis, le dossier n'est validé ou le rendez-vous n'est validé que quand le dossier, par exemple, si on parle de location, que quand le dossier locataire est entièrement rempli. Ça veut dire que j'ai pléthore de demandes, mais à l'intérieur de ça, va m'arriver que les dossiers éligibles. Donc, j'ai gagné un temps monstrueux et j'ai surtout loupé personne. J'ai apporté une expérience client forte à mon locataire, à mon demandeur et à mon bailleur quand je lui vends mon mandat de gestion avec les services qui vont bien. Et puis à mon locataire qui souvent, depuis de très nombreuses années, n'a pas la meilleure expérience du monde quand il fait des demandes parfois de location, sauf chez Sergic où tout est parfait. Non, je plaisante, hein, c'est souvent, je pense à l'image du jeune qui cherche sa première location et qui parfois est un peu déçu de ce premier contact avec un professionnel de l'immobilier, et ça se passe bien aussi avec la majeure partie des pros de l'IMO. Mais un service comme ça permet pour le professionnel, de gérer du flux sans avoir à mettre de ressources supplémentaires 24 sur 24 et d'avoir que des leads de qualité sur ses locataires, et puis en plus de rendre une expérience client très forte. Donc, nous, ça, c'est une manière aujourd'hui d'avoir des leads de qualité, cette réponse automatique avec cette prise de rendez-vous et ce formulaire qualifié. Quand ça arrive au bout et que c'est validé, c'est que c'est dans notre cible. Et là, on est prêt à octroyer de la ressource humaine, entre guillemets. Et puis, le troisième point fort pour les leads de qualité, c'est quand même le boost ou la tête de gondole sur les annonces. Il y a quand même un enjeu publicitaire là, où si j'arrive en payant évidemment à être en tête de liste à chaque fois sur mes annonces, forcément que j'ai du leads avant les autres de qualité. Donc il y a la rédaction et la qualité de l'annonce, celui qui la réceptionne au bout au top, un outil de prise de rendez-vous qualifié, automatique 24 sur 24, et puis un très bon placement dans le lancement de mon annonce sur le portail. Voilà comment générer des leads de qualité pour nous, là, maintenant, quoi.
Simon ou Jérémy, est-ce que vous voulez réagir sur tout ça, sur toi, Jérémy, peut-être ta vision du lead de qualité n'hésitez pas à rebondir sur ce que vient de dire Alain, si vous avez envie. Ouais, j'ai parlé des volumes. Donc, le problème, évidemment, c'est d'aller de la qualité, enfin, du volume, de la quantité vers la qualité. Elle est là, la qualité, parce qu'en fait, comme on a beaucoup de volume, on la trouve. Et après, ça répond à nos critères, à nous. La transaction, on l'a dit, c'est quand même c'est pas nous qui décidons si le client il est solvable ou pas. Donc, il faut qu'on analyse son dossier, qu'on ait des éléments avant pour se dire ça vaut le coup d'aller plus loin, ou il vaut mieux lui dire que ce bien, il sera pas fait pour lui, il sera pas finançable. Ça, c'est la démarche aussi de l'acquéreur en amont, par toute l'information qu'il peut aller chercher sur les portails. Mais quand il arrive, s'il a son dossier de financement, c'est un bon lead pour nous, il est de qualité. Sur la location, il y en a beaucoup. Donc, le problème, c'est comment faire le tri. Et un des critères, déjà pour passer d'un volume qui est ingérable à un volume un peu plus adressable, ce serait déjà, nous, une demande, plus par le point précédent. Moi, j'aimerais bien ne plus avoir de téléphone sur mes annonces. Et je regrette toujours fortement qu'on ne me permette pas de choisir ça. On veut toujours me prouver que le téléphone sonne, que je fais beaucoup de contacts. Ce n'est pas ça que je veux. Ce que je veux, c'est le bon contact. Et si moi, je décide que sur telle ou telle zone, notamment quand il y a une très forte tension, je ne veux plus de numéro de téléphone sur mes annonces parce que le canal en fait, sur lequel je veux communiquer et recevoir les demandes, c'est une inscription de ce type-là avec un dossier locataire qui me parvient et que je peux analyser, revenir vers le candidat, là, je suis capable de faire de la qualité. Mais si en fait mon téléphone n'arrête pas de sonner pour des demandes de location alors qu'il me reste 3 biens en portefeuille et que derrière, je ne peux pas traiter les demandes de mes clients copropriétaires, etc. Parce qu'en fait, même si je mets des numéros dédiés, le candidat locataire désespéré par le marché aujourd'hui si tendu, il va essayer d'appeler tous les numéros qu'il va trouver. Donc, en fait, je ne peux même pas choisir de dire tel métier, tel numéro. On va être harcelé finalement sur la demande en location. C'est ce qui a abouti à ce que j'arrête certains portails, notamment sur des zones comme Paris, parce qu'en fait, c'est beaucoup plus nuisible qu'autre chose. Donc déjà, limiter la quantité et la qualité, de toute façon, pour moi, d'ailleurs, elle sera là. Le tout, c'est d'avoir la bonne information et le bon dossier. Et c'est nous, finalement, professionnels de l'immobilier, qui avons soit des outils internes, soit ce type de solution. Il en existe d'autres qui permettent effectivement de mieux canaliser et contenir le flux. Mais déjà, effectivement, limitons, soyons plus sélectifs. Et notre Graal à tous, c'est agent immobilier, je pense, c'est professionnel immobilier, c'est de plus diffuser quasiment. Voilà, donc c'est pas ce qui fera le bonheur des portails, mais nous, on a plutôt envie de faire notre métier, de louer et de vendre avant même de diffuser et de ne pas avoir besoin finalement de diffuser, de ne pas être prisonnier de ce seul canal qui nous permet de vendre ou de louer. Et sur la qualité d'élite, pour juste élargir un tout petit peu, c'est pas que la mise en vitrine de ces biens à louer ou à vendre. Ce qui nous intéresse, c'est aussi la chaîne avant, c'est le lead vendeur pour pouvoir mettre l'annonce en ligne. Et c'est le bailleur qui nous confie son bien en gestion, nous, et qu'on va pouvoir mettre en location. Mais ça, ce côté vendeur et surtout bailleur, vendeur, la mécanique, elle est là. Et Meilleurs Agents, il a très bien inventé un modèle il y a quelques années maintenant. Il est référent, il fournit des données fiables, ça fonctionne. Sur le bailleur, ce n'est pas encore le cas. Moi, je demande des leads de qualité bailleur. C'est ça qui m'intéresse. J'ai du mal à les trouver. En tout cas, les portails aujourd'hui tels qu'ils sont dans leurs offres ne m'apportent pas cette réponse-là. Donc, il faut couvrir aussi toutes les notions de lead et pas, on va dire, les plus simples aujourd'hui à générer. Je tempère, mais c'est quand même plutôt simple, la mécanique, et elle est éprouvée depuis plus de 20 ans. Je mets mon annonce en ligne et finalement, derrière, je reçois du contact. Voilà. Donc, c'est varier et être sur d'autres types de leads de qualité. C'est ça qui m'intéresse. Alors, justement, on voulait faire une petite focus sur la location. Tout à l'heure, Jérémy, tu disais que on a pu voir dans la location, il y a une très forte demande. Et toujours dans cet objectif de réduire ses coûts, il existe aujourd'hui d'autres solutions pour justement générer des contacts. Donc, Simon, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces solutions, justement, et de comment diversifier sa diffusion d'annonces, notamment pour optimiser ses coûts et surtout dans la location qui est aujourd'hui quelque chose de possible.
Oh, on peut distinguer deux approches. Alors, effectivement, il y a la partie automatisation, c'est ce que propose Aviv avec Plateau, et c'est ce qu'utilise aussi Sergic sur la partie location. C'est que d'une part, vu au regard des volumes existants, tout ne peut pas être traité humainement. En tout cas, il y a une part de préqualification qui peut être gérée par la machine et par le logiciel, et dont sur des gros volumes, on peut plus vraiment s'en passer. Donc ça, on a des outils, nous, qui sont liés à notre tracking, justement, qui permettent d'orienter un candidat locataire vers un dossier de candidature qui est dédié à l'annonce sur le site de l'annonceur, sur le site web du client ou sur un dossier de candidature, par exemple. Donc ça, c'est la première chose, c'est-à-dire automatiser le début de la chaîne de qualification du lead. Avec aussi cette notion, alors Jérémy n'est pas le seul agent professionnel de l'immobilier à faire remonter le souhait de ne pas publier de numéro de téléphone sur les annonces en location quand il y a une forte tension dans un secteur, parce qu'effectivement, ça peut devenir très vite déceptif pour les candidats et apporter une image négative aux professionnels qui va être perçu comme un professionnel qui ne répond pas aux sollicitations. D'où l'intérêt d'automatiser et de limiter les canaux de communication possibles. Après, les autres solutions, effectivement, on commence, nous, à avoir des clients qui nous sollicitent et qui réfléchissent à la possibilité peut-être de mieux optimiser leur publication, peut-être ne pas tout diffuser tout et partout dès le départ, mieux segmenter la publication des annonces, que ce soit en location ou en transaction, mais là on fait un focus sur la location, et c'est de se dire, est-ce que j'ai besoin de publier mon annonce tout de suite sur tous les portails? Est-ce que je ne vais pas d'abord essayer de la publier sur un portail un peu plus proche de ma clientèle, des portails locaux, avec peut-être une valeur ajoutée un peu moindre et surtout des coûts d'acquisition beaucoup plus faibles, voir si déjà ça ne suffit pas pour générer des leads qualifiés et trouver preneur. Et donc là, nous, on va pouvoir mettre en place des règles d'automatisation qui vont dire bah, tu ne publies pas cette annonce-là sur les gros portails avant X jours et uniquement si l'annonce est toujours disponible, bien entendu. Donc, ça permet d'optimiser un petit peu la ventilation des annonces et le nombre d'annonces publiées en simultané sur les sites. On va pouvoir également essayer d'aller adresser d'autres audiences et d'autres publics, essayer d'aller faire justement de la publication sur les réseaux sociaux, faire augmenter un petit peu la communauté de l'agent sur sa page pro, Facebook, sur son compte Instagram, sur LinkedIn aussi, qui est un vecteur de lead qui grimpe un peu, et d'autres réseaux sociaux qu'on pourrait adresser. Ça va être essayer de diversifier, peut-être d'orienter sa communication sur d'autres supports. Et là, on revient à la problématique du webinaire, qui est d'optimiser les coûts et d'avoir des leads qualifiés. C'est de se dire, est-ce que je ne peux pas toucher une audience similaire ou parallèle en dépensant moins d'argent en acquisition sur des portails à forte valeur ajoutée, c'est sûr, mais qui représentent quand même un coût d'investissement assez élevé. Donc, ça c'est un des constats que nous, on fait et que nos clients commencent également à faire, se poser la question d'optimiser son référencement, le référencement de son site Internet, optimiser son image de marque et travailler d'autres verticales pour générer de l'audience et du lead. Alors, ça s'entend beaucoup mieux sur la location que sur le marché de transaction avec moins d'acquéreurs et une concurrence accrue, où là, il faut mettre la gomme sur la bonne communication sur les portails, 10 gros portails, entre guillemets, me semble-t-il. Évidemment que je prêche pour ma paroisse et en même temps, je pense que je suis objectif dans ce que je raconte là sur le marché résidentiel, notamment. Ouais, puis alors il y a aussi un vecteur qui est un peu moins rationnel sur la partie transaction, et on en a déjà échangé ensemble en dehors de ce Faire plaisir aux clients vendeurs. C'est ça, il y a aussi la notion de faire plaisir aux clients vendeurs. C'est-à-dire que parfois, l'agent immobilier n'a même pas le choix, il va être obligé de publier sur tous les portails simplement parce que sinon, il ne va pas signer le mandat, en fait. Et donc ça, en termes d'optimisation des coûts, il y a un calcul à faire de savoir comment ménager la chèvre et le chou, en fait. Prendre des mandats exclusifs.
C'est facile à dire, mais c'est une stratégie qui est très, très importante quand même pour éviter ce genre de crainte, quoi. OK, c'est Marion. Exactement. Donc, on arrive sur la conclusion un peu de ce webinaire. Hein. Voilà ce que nous, on a essayé de faire ressortir de tout ça aujourd'hui pour répondre à cette problématique qui était comment générer les leads de qualité et évidemment rentabiliser ses coûts. Hein. Vous l'avez bien compris, bah, évidemment, choisir le bon portail en fonction du profil de son annonce et évidemment envoyer la bonne annonce, une annonce de qualité pour générer le bon lead. Et évidemment, comme le disait Alain, derrière, il y a quand même un humain et donc avec cette bonne qualification du lead pour avoir de bons résultats. Donc, merci à vous. On est sur la fin de ce webinaire. Si quelqu'un a quelque chose à rajouter pour conclure tout ça, sinon, on va pouvoir passer à la partie questions et réponses. Et Alain, tu as disparu sur cette slide par magie. Ah, bah bravo, hein. Donc, est-ce qu'on a des questions et des questions dans le chat? Marie-Sarah, tu m'as dit qu'il y avait des questions. On a une question de Nicolas qui dit le délai moyen de vente, vous le mesurez entre quelle étape? Point de départ sur point d'arrivée. Peut-être une question pour toi, Alain, je pense, sur les chiffres que nous, tu c'est nous as donnés du début de la c'est du début de la commercialisation jusqu'au compromis, quoi. Et une question de Christine aussi dans le chat. Quand 3 agences boostent la même annonce, que se passe-t-il? Jérémy peut répondre à ça ou Simon. Je ne connais pas les algorithmes de chacun des portails. Ça dépend. Aujourd'hui, si on est sur le cas de se loger, par exemple, dans mon propre cas, j'ai des boosts dans les comptes de mes agences et ils vont choisir de les booster à un moment donné. Donc, il faut que s'il y a un mandat qui est partagé entre 3 agences, c'est vraiment une action manuelle de chacun va booster en même temps. Elles vont remonter en même temps, elles vont être visibles en même temps. Je pense qu'à la seconde près ou par rapport au logiciel de transaction qui donne l'ordre de faire la remontée par l'intermédiaire ou pas du Biflo, il peut y avoir une latence, mais c'est vraiment le premier ordre reçu de mise en avant qui va la mettre en hauteur. Et après, il y a Le Bon Coin qui aujourd'hui automatise ces remontées d'annonces. Et donc là, j'avoue que aujourd'hui, j'apprécie beaucoup ce service puisque ça évite de gérer des comptes locaux, d'acheter des crédits, de faire confiance finalement à son feeling d'agent immobilier, dire je vais remonter mon annonce maintenant. Un algorithme qui, pour le coup, fonctionne bien, qui permet de la remonter au bon moment, fait que s'il y a 3 agences qui se partagent le bien, c'est l'IA aussi du portail qui va pouvoir le remonter. Donc là, on perd un peu la main, mais est-ce qu'on était en tant qu'agent immobilier dans son agence hyper pertinent à se dire c'est maintenant que je dois la monter? C'est un peu comme se dire est-ce que quand on a un réseau comme le nôtre, c'est à chaque endroit qu'on va décider de diffuser telle annonce sur tel portail? Moi, le choix que j'ai toujours fait jusque-là, ça a été d'avoir une diffusion uniforme pour mon réseau, de négocier un accord global avec les portails et de tout diffuser. Et donc après, de laisser faire aussi les performances du portail. On attend qu'il soit performant et on attend qu'il valorise nos annonces. C'est ce qui fait que derrière, il est attractif et qu'il présente des bons biens. Donc là, tout le monde tire dans le même sens dans la mise en avant des annonces. Personne n'a un intérêt à ce que l'annonce disparaisse dans les pages secondaires et qu'elle soit plus visible puisque ça fait plus de performance pour personne. Une question pour toi, Alain. Je pense que ce sera la dernière. Se loger a raison, le mandat exclusif est la clé. Quel est le pourcentage marché? Le pourcentage de marché, c'est compliqué à dire parce qu'on pourrait dire que je pense qu'aujourd'hui, on est aux alentours de, en réalité, moins qu'on ne le pense. Ça veut dire, je pense, encore en dessous de 20%. Les agences classiques qui mettent cette stratégie en place, elles vont être au moins à 30%. Et puis après, il y a une catégorie de gens dont c'est la stratégie, avec des gens formés, une volonté forte, qui peuvent être à 50% de taux d'exclusivité. Mais nous, on pense que c'est la clé pour plein de raisons. Enfin, on pense, nous, et la demande des agents immobiliers aujourd'hui, quasiment tous. Il y a quelques exceptions, mais on pense vraiment que c'est une clé pour tellement de choses, tellement de simplification. Et on avait fait une étude, nous, en 2019-2020 pour Rennes, je crois, où on disait que
En gros, il y a 700 000, on va dire qu'il y a 700 000 transactions qui sont faites par les pros et puis 300 000 par le particulier. Alors, on peut dire 750 de temps en temps, on peut dire un peu plus, mais il y a quand même 30% de ventes qui échappent encore aux pros de l'IMO. Et bien sûr que ça passe, cette conquête-là, par plein de choses. C'est de la diffusion d'annonces et du perçu service d'agents immobiliers encore à faire un peu plus d'efforts pour que le client comprenne pourquoi un agent immobilier, c'est mieux. Et qui peut mettre à disposition plein de choses pour lui, mais notamment quand même quand c'est en exclusivité, sinon il ne s'y retrouve pas le pro de l'IMO en réalité. S'il veut mettre la gomme sur tout, bah, il faut qu'il ait les moyens de travailler et qu'il n'y ait pas quelqu'un d'autre qui paye à sa place. En gros, si je vends un mandat sur 5 en mandat simple, eh ben, il y a 4 personnes qui payent peut-être un peu le coût du 5e, quoi, alors qu'on pourrait travailler peut-être même avec des honoraires, peut-être. On sait que le client particulier, il attendrait moins 20, lui, d'honoraires. Mais le pro de l'IMO est peut-être prêt à le faire s'il travaille avec 100% d'exclusivité. C'est-à-dire qu'il pourrait récupérer peut-être du volume et là, travailler avec tout bien, sans se méfier de rien, c'est-à-dire la géolocalisation, mettre le paquet sur l'annonce encore plus, etc., etc. Bon, voilà, c'est la réponse que je fais là-dessus, quoi. Je confirme juste qu'on est à des acteurs, on peut être à plus de 50% de mandats exclusifs dans notre cas, puisqu'en fait, il faut tenir compte aussi de l'agent immobilier standard, classique. Et puis, quand on est administrateur de biens comme nous, on a le parc des copropriétaires et des bailleurs qui nous confient leurs biens en gestion, à la vente, après l'avoir eu en gestion. Et du coup, forcément, on a un taux de mandat exclusif qui est beaucoup plus fort sur cette cible-là. Donc, il y a vraiment deux marchés. Il y a celui qui attaque dans le dur et qui doit chasser le mandat. Et il y a celui qui a quand même un parc de clients installés sur la gestion comme nous, où là, on capte plus facilement du mandat exclusif. Mais je confirme ce que dit Alain, c'est quand même la cible. Et c'est là où on peut mettre des moyens. C'est là où on peut travailler plus tranquillement, plus sereinement et dans l'échange avec le vendeur que d'être dans une course contre le confrère finalement. On ne t'entend pas, Marion. Excusez-moi, le micro était coupé. Donc, je vois qu'il n'y a plus de questions. N'hésitez pas s'il y en a une qui vous vient en tête. Sinon, on va pouvoir mettre fin à cette session. Merci à tous de nous avoir écoutés. Vous allez pouvoir recevoir le replay par mail d'ici la fin de semaine. Et puis, sinon, on vous souhaite une bonne journée. Je remercie Simon, Alain, Jérémy et Marie-Sara. Et puis, je vous souhaite à tous une très bonne journée. À bientôt. Merci Marion. Et Jérémy, j'ai bien entendu tes points sur location, bailleur, tout ça. J'espère que ça va faire des petits. Je vais remonter ça, c'est très intéressant. À mes coordonnées, Alain. Merci. Okay. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée. Allez, bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.